Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo avec deux sujets et non pas un au sein de la vidéo. Le premier, c'est qu'on va parler d'un truc qui est assez intéressant. C'est un trade qui génère 600 millions de ventes ou d'achats sur l'SP500 tous les 1% qui bougent. Donc, et en plus ça va déboucher après sur les stratégies pour gérer les marchés baissiers. Alors c'est pas une vidéo de promotion parce que j'ai sorti une formation sur les marchés baissiers. C'est plus une réflexion qui vient d'être publiée ce matin. Donc là vous voyez la date. C'est plus l'occasion qui fait le larron que la promotion. Je précise maintenant, vu le niveau d'agressivité par rapport au commercial sur YouTube. Alors en fait dans cet article, super, si vous pouvez le lire, si vous lisez l'anglais, le mec est super marrant, super bien écrit. Un ancien de Goldman qui fait du analyse quant, qui fait des options. Sergei Pefiliev, une tronche a priori. Donc en fait il explique, il y a une maison de gestion de management, d'asset management, un asset manager, en fait c'est JP Morgan, qui a lancé un fonds en disant on va exposer, les investisseurs n'aiment pas perdre, c'est pour ça que je fais cette vidéo, on le sait tous, les investisseurs à moyen terme détestent les marchés baissiers. Donc JP Morgan a lancé un fonds qui dit bon bah on va couvrir en permanence tous les trimestres avec des puts en dehors de la monnaie. Donc on va se mettre long de SP500 et puis on va acheter une couverture tous les 3 mois qu'on va rouler, donc un achat de puts. Donc parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le prochain crack va arriver, donc on va couvrir systématiquement. Là, le mec, il est assez amusant parce qu'il dit personne ne sait quand le prochain crash va arriver, y compris les mecs qui vendent des courses, les gourous qui vendent des formations à 5000 boules, 5000 dollars sur le risque de marché. Non, honnêtement, personne, les marchés baissiers, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Et voilà. Donc JP Morgan a sorti ça, et puis au bout de quelques temps, ils se sont aperçus que ça coûtait un bras, une blinde. Et donc là, le mec publie là, sur les 4 derniers mois la stratégie qui consiste à acheter en permanence des puts en dehors de la monnaie. Effectivement, ça coûte un bras, ça coûte une blinde d'acheter ça. Donc les mecs se sont réveillés chez JP Morgan, ils ont dit ouais bon comment dire, on va essayer de réduire la douloureuse et on va faire du put spread. Donc un put spread, c'est on achète un put en dehors de la monnaie et on vend un put en même temps. Alors tout dépend si vous achetez ou si vous vendez le put spread, mais grosso modo, vous allez récupérer une prime qui va être inférieure, vous allez vendre une prime inférieure et vous allez utiliser une partie de cette monnaie, de cet argent que vous avez récupéré en vendant votre option, votre risque, vous allez récupérer pour payer le put à la monnaie qui vous protège. Donc en fait, ça va réduire peut-être de moitié, ça dépend comment vous montez votre put spread. Donc ils ont commencé à faire ça, et puis à la fin ils se sont dit merde, ça coûte toujours du blé, donc il faut toujours payer chaque trimestre la couverture qui coûte du blé. Donc ils se sont dit pourquoi en fait on vendrait pas un call en dehors de la monnaie. Donc on achète le put spread et on vend un call en dehors de la monnaie. Et le call, l'argent qu'on va récupérer de la vente du call va couvrir l'écart avec l'achat du put et la vente du put. Donc en fait, ce qui s'appelle un seagull, comme vous pouvez voir sur c'est une stratégie d'option. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'après on va aller voir les performances du fonds avec cette stratégie et si ça marche ou pas. Donc ils ont mis ça en place et en fait depuis il gère le fonds comme ça. Alors donc c'est intéressant parce que le mec a été chercher sur les marchés options les ordres tous les 3 mois. Donc comme on était le 30 septembre, on était en échéance trimestrielle, donc on voit bien, les mecs passent 45 000 contrats. Donc on voit bien là qu'ils montent le put spread à 3425, 4065 et le call en face qui vendent et on retrouve 45 000, 45 000, 45 000. Et donc c'est là où on rentre dans des mecs qui calculent, qui confrontent la réalité, qui calculent. Donc en fait, ils se sont demandé quel était l'impact. Donc on retrouve là, ils publient les volumes qui ont été passés par JP Morgan. Donc en fait, le mec commence à calculer en face quel est le hedge nécessaire. Donc quand un investisseur final comme ça, un institutionnel passe un ordre sur le marché, en face il est géré par les market makers. Donc ça veut dire qu'en fait l'asset manager est en train de transmettre au market maker optionnel le risque. Donc l'asset manager a vendu un risque à des clients.
Donc il a fait une promesse et il est en train de transférer son risque au marché sur les market makers. Donc les market makers sont en face de JP Morgan, c'est-à-dire qu'ils jouent contre les clients qui ont placé leurs capitaux chez JP Morgan pour avoir une stratégie qui gagne à la hausse et qui ne se fasse pas éclater quand il y a un marché baissier. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que le mec a commencé à calculer. Donc 45 000 contrats, on est en train de parler d'une position de 10 milliards, quasiment 11 milliards. C'est-à-dire qu'à chaque fois que JP Morgan, une fois par trimestre, roule ses positions, il impacte le marché de 11 milliards, ce qu'il commence à faire en une journée. Hein. Donc ça vient taper le marché assez méchamment. Et donc en fait, il explique que les market makers doivent, donc il calcule le delta. Donc le delta, il est, je sais plus, de 60, hein, un truc comme ça. Ça varie de 0,03 sur son delta. Voilà, c'est ça. Ici, là, il montre que le delta, donc le delta, c'est ce qui mesure l'exposition, c'est-à-dire si le SP500 bouge de 1%, un delta de 0,60 ou de moins 0,60, ça veut dire qu'on subit 60% de la variation d'1% sur le compte. Donc les market makers doivent couvrir chaque jour avec un delta de 0,60. Donc ils doivent couvrir cet immense trade caché, pas forcément le public connaît, qui représente 10 milliards de dollars. Et donc, le mec, à partir du delta qu'il a calculé, et puis de la taille des positions de JP Morgan, il a calculé en fait le montant que le market maker doit acheter ou vendre à chaque fois que le SP500 bouge de 1%. Et ce montant, c'est quasiment 585, c'est-à-dire quasiment 600 millions de dollars à chaque fois que le marché bouge de 1%. Donc pour moi, tous les jours. Et donc pour moi, là, on se retrouve avec une position assez énorme. Donc le problème, c'est qu'ils sont long gamma ou short gamma, je ne sais plus, je me souviens plus. Mais ils se retrouvent à chaque fois que le marché va passer 1%, en fait, on va avoir une accélération perpétuelle dans les deux sens. Donc en fait, pour moi, c'est une stratégie. Le fait d'avoir mis en place ce fonds là chez JP Morgan avec tous ces capitaux à l'intérieur, quelque part, ça démultiplie la vélocité du SP500 assez fortement. Donc ça va favoriser en permanence cette stratégie de momentum sur les indices. Donc moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ce trade qui existe depuis 7 ans hein, et puis qui se renforce au fur et à mesure que les clients rentrent de l'argent là-dedans. Donc maintenant, on va aller voir la performance du fonds. Est-ce que ça marche et pourquoi il y a autant de fric dedans? Donc là, j'étais chercher sur JP Morgan, l'asset manager. Donc le fonds a été implémenté à la fin 2013. Donc sa part a démarré à 100 000 $. Donc on voit que c'est destiné à des investisseurs déjà qu'on est capitaux. Pour filtrer les petits, désolé, à chaque fois c'est toujours la même histoire. Et donc là il est à 200 quasiment, donc il a fait 100%. Bon, les indices ont fait, donc c'est sympa, c'est que c'est calculé, je sais plus, dessous ou dessus, il faut que je retrouve. Voilà, c'était au-dessus. Donc en fait, depuis le lancement du fonds, en fait, ce produit donc, de gestion a fait 9% de gains par an. Pendant que le SP500, naturellement, tournait à 15% par an de performance. Donc, grosso modo, le fonds de JP Morgan a capturé 60% de la hausse. Mais encore une fois, la proposition commerciale de JP Morgan, c'est de dire je vais capturer une partie de la hausse et je vais vous protéger des risques de crash. Parce que ce que vous ne voulez pas, c'est vous retrouver avec du moins 30. Donc il y a eu, depuis 2015, 3 épisodes baissiers. Et là, on va aller dans le détail, mais on voit qu'en fait, la stratégie fonctionne. Parce que quelque part, au plus haut, en 2015, on était passé, je vais vous chercher ça sur le SP500, donc en 2015, on était passé de 212 à 180, donc je sais plus, ça doit faire 15% de baisse. Et le fonds là, il passe de 113 à 105, donc il a divisé quasiment par deux la taille de la baisse. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2018, quand la Fed a commencé à réduire les liquidités et la balance sheet, on a eu du grabuge. En février 2018, il y a un fonds de volatilité qui a explosé. On avait fait déjà un bon petit mouvement baissier. Et après, en octobre, novembre, décembre 2018, on avait fait en moins 30 ou en moins 25. Enfin, ça avait été un peu chaud. À quel point que la Fed, je me souviens, juste avant le jour de Noël, c'était le 23 décembre, je crois, 2018, on a fait un point bas au milieu de nulle part. Et en fait, la Fed a fait demi-tour. On a dit, bon, on va arrêter les conneries. On va arrêter la réduction le tapering. Bon, donc là, pareil, en 2018, on voit que 137, ça tombe à 133, donc on n'a que 3 ou 4% de baisse. Et on voit aussi qu'on passe de 142 donc, à fin septembre et qu'on tombe au plus bas à 134, alors qu'on a pris vraiment 3 mois de marché en 2 temps en plus. Je me souviens, un premier coup, ça stabilisé au milieu et on a pris une deuxième claque. Et en fait, le fonds a perdu même pas 10%.
Ensuite, il y a le crack du Covid. Donc on voit qu'on est passé de 153 à 145, rebelote pour des baisses de 30%. Ce fonds-là a perdu que 5, 6, 7%. Donc honnêtement, voilà, on a un drawdown qui fait moins de 10%. Donc ça aussi entre 5 et 10%. Une stratégie qui gagne 9%. On sait qu'en permanence, s'il y a un coup de Trafalgar, un crack de 87 ou un Covid ou un marché baissier, on sait que voilà, il y a une baisse et il y a une protection baissière. Donc honnêtement, la proposition commerciale, elle est plutôt réaliste et elle tient ses promesses. Moi, ce qui me dérange, c'est la déperdition de 40% de la hausse du SP500. On est quand même dans le plus grand bull market de l'histoire quasiment des indices boursiers américains. Qu'est-ce qui se passe quand on va entrer en bear market? Je ne sais pas comment la stratégie va vieillir. S'il n'y a plus de hausse et puis qu'on a on n'a pas de baisse non plus en fait, donc je ne sais pas comment, si on est dans un range par exemple comme dans les années 90 sur le marché français, sur le CAC 40, je ne sais pas comment cette stratégie va fonctionner. En tous les cas pour l'instant c'est plutôt intéressant cette stratégie d'option. Donc en synthèse, pour moi les marchés baissiers, le risque pour tout investisseur à moyen long terme, pour moi il y a que deux solutions pour le gérer. Soit on y va par la protection via les marchés d'options en fait, donc avec des stratégies, par exemple ça peut être ça. Alors avantage de ça c'est que ça fonctionne, mais inconvénient c'est qu'on relâche au marché une bonne partie des gains. Et à l'inverse, le timing à base d'indicateurs. Donc là on va pouvoir capturer, on va peut-être même pouvoir améliorer la performance naturelle des indices boursiers, donc on va pouvoir gagner plus. Après, on peut se gourer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir toujours. Le problème des crashs et des marchés baissiers, c'est qu'ils ont une forme. Dès qu'on passe la barre des 3 écarts types, les formes des marchés baissiers sont complètement chaotiques et se répètent quasiment jamais. Donc, on a à chaque fois des événements uniques. Donc, on peut rater des triggers et puis se retrouver collé dans un marché baissier parce que c'est une nouvelle forme et que c'était quasiment impossible à voir arriver. Donc, le risque augmente avec le timing et les indicateurs. Mais en contrepartie, on peut vraiment améliorer. Le SP500 qui fait 15% par an, déjà c'est énorme. On pourrait se dire on peut s'en contenter, mais avec un peu de timing, on peut peut-être monter à 18-20%. Et ça a son importance parce que du drawdown, si on arrive à faire du 20% et qu'en drawdown, donc dans les phases de baisse, on arrive à gérer du 10 ou du 15% de drawdown, c'est toujours beaucoup plus intéressant. Parce que moi, ce qui me dérange dans la stratégie de JP Morgan, si j'y reviens, c'est qu'en fait, on a la même quantité grosso modo, il fait 9% de return annuel, mais en fait, on a des drawdowns qui font 7, 8, 9%. Donc, on a la même quantité d'espoir de gain moyen que d'espoir de perte moyenne. Et qui plus est, encore une fois, on est dans une phase de création de valeur sur les indices, ce qui ne sera pas toujours le cas, ce qui est probablement, à horizon de 10 ans qui vont arriver, ce sera même quasiment garanti que ce ne sera pas le cas, parce qu'on est déjà trop haut. Donc je ne sais pas comment ça va vieillir, en tout cas c'est quelque chose que je vais surveiller. Mais voilà, le fait que ça soit équivalent, les pertes moyennes, les gains moyens, ça c'est quand même un gros inconvénient pour moi. Ce qui fait que moi je suis toujours parti sur la solution première qui consiste à essayer de timer le marché avec tous les risques encore une fois que ça comporte, mais pour essayer d'avoir par exemple du 20 contre du 15 ou du 22% de gains et stratégie que j'ai qui arrive à faire du 22% par an avec des drawdowns qui font entre 12 et 15%. Et quand je remonte sur 30 ou 40 ans, le drawdown sont à peu près stables, autour de 15% selon les périodes. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de drawdown évidemment sur les années 2010, mais après quand on remonte dans la merdouille du passé, on arrive quand même à obtenir par moment des petits écarts positifs et ça a son importance je pense en tant qu'investisseur. Sinon autant faire de l'investissement passif, justement acheter les indices et puis se protéger par les options et rien branler. Donc ça dépend en fait de son état d'esprit, si on veut plus ou pas. Et puis si on veut aussi titiller les limites, parce que ça fait partie du game, je trouve les marchés d'aller chercher les limites quoi. Sinon effectivement on achète un ETF et fin de l'histoire quoi. Donc à partir du moment où on a envie ce petit grain de folie d'aller vouloir défier un petit peu la réalité et de s'amuser, s'amuser, il faut que ça marche, sinon ça s'amuse pas, on perd. Mais voilà, donc si on a cet esprit là, on va choisir du timing, sinon on fait de la gestion passive et de la protection par option.